Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, le gouvernement Trudeau a nommé l'ex-juge de la Cour suprême Louise Arbour pour mener une enquête indépendante sur la façon dont l'armée canadienne gère ces cas d'inconduite sexuelle. C'est notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Althia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Louise Arbour, évidemment, c'est une femme qui est très crédible, mais c'est une deuxième enquête indépendante d'une juge de la Cour suprême après l'examen de la juge Marie Deschamps en 2015 sur ces cas d'inconduite sexuelle dans l'armée canadienne. Althia, je vais commencer avec vous. Est-ce que cette nomination de Louise Arbour, ça va être suffisant pour mettre fin à cette crise politique pour les libéraux? Non. Mais c'est clair que c'est ce qu'ils espèrent. J'essaie de changer la narration, que ça ne soit pas au sujet des gens dans le bureau du premier ministre puis du premier ministre lui-même, parce qu'on sait, hier, mercredi, les conservateurs ont mis une plainte à la Chambre que le premier ministre avait menti à la Chambre en disant que lui, il ne savait pas, le bureau du premier ministre ne savait pas que c'était une plainte de nature MeToo. Mais on sait, avec les documents que le comité a reçus, en fait, les gens autour du premier ministre, ils discutaient de l'affaire comme la plainte qui avait été présentée devant le ministre Sajjan, que c'était une plainte de matière sexuelle. Alors aujourd'hui, on essaie de rendre le problème un problème systémique et pas un problème de M. Trudeau et des gens autour de M. Trudeau. C'est un problème systémique aussi, je devrais dire. Joël Denis, Althia nous dit que donc ça ne vient pas mettre le couvercle sur la crise. Jusqu'à quel point ça pourrait être embarrassant pour les libéraux, toute cette affaire-là, lors de la prochaine campagne électorale? Bien, évidemment, la nomination de Mme Arbour vise à gagner du temps, parce que c'est un peu une controverse qui prend l'ampleur, qui embarrasse beaucoup le premier ministre lui-même et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan. Donc, on veut gagner du temps. Et ce qu'on fait, c'est on reprend un peu l'exercice, comme Althia l'a dit, l'exercice qui a déjà été mené par l'ancienne juge Marie Deschamps. Donc, plusieurs se posent la question, quel est l'objectif? Ça semble un peu futile, mais il y a peu de chances que le rapport en question soit présenté, le rapport de Mme Louise Arbour soit présenté avant les prochaines élections. Donc, évidemment, ça va être un enjeu durant la prochaine campagne électorale parce que, à l'heure actuelle, le Parti conservateur, notamment, ne lâche pas le morceau, talonne le gouvernement quotidiennement sur cette question parce qu'il voit que M. Trudeau et M. Sajjan n'ont peut-être pas été aussi, comment dirais-je, transparents dans cette affaire. Honnête, Joël Denis. Honnête. Bon, justement, Conrad, sur le ministre Sajjan, Joël Denis vient d'en parler, il est critiqué constamment par l'opposition pour sa gestion dans ce dossier-là. On sait que l'ombudsman des Forces armées a dit avoir informé le ministre en 2018 des allégations contre le général Vance. Est-ce que le ministre Sajjan devrait toujours avoir la confiance du premier ministre Trudeau? Bien, pour l'instant, il semble l'avoir et c'est ça qui est le gros mystère dans tout ce dossier-là, que M. Sajjan, pour qui il reste encore beaucoup de questions sur quand il a su, comment il l'a su, à qui il l'avait dit, sur les allégations par rapport au général Vance. Il n'a pas répondu à ces questions. Il y a des demandes qu'il démissionne chaque jour. Il ne semble pas avoir la confiance des gens qui autour de lui. Mais M. Trudeau ne va pas sacrifier un ministre avant d'aller en élection cette année. Et c'est ça la chose la plus étonnante dans tout ça. Oui, c'est ça. Et ça risque de continuer à suivre à la prochaine campagne électorale. J'aimerais vous entendre sur la loi spéciale pour forcer le retour au travail des débardeurs au port de Montréal. La loi a été adoptée la nuit dernière aux communes. C'est un conflit qui dure depuis 2 ans et demi. La grève l'an dernier avait coûté 600 millions à l'économie canadienne. Althia, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les libéraux ont géré ce dossier-là? C'est pas surprenant. En fait, je pense que le NPD va essayer de rappeler les gens, surtout de la gauche, que les libéraux ont pris cette action-là. On a vu que le NPD, le Bloc, le Parti vert ont voté contre, mais le gouvernement, en bout de ligne, est chargé d'assurer que les choses bougent, comme on avait vu avec les manifestations auprès des rails l'année dernière. Le blocus ferroviaire. Exactement. La ministre du Travail, Philippe Notasi, elle a mentionné durant le débat dans la Chambre des communes hier soir que
Si la grève continuait, ça coûterait à l'économie 40 à 100 millions de dollars par semaine, mais aussi que c'était maintenant une question de vie et de mort parce qu'il y a beaucoup de matériaux médicaux nécessaires à répondre à la pandémie qui est bloqué. Je vais dire que je suis probablement certaine que même si on n'était pas en pandémie, le gouvernement aurait pris la même décision, mais c'est pas surprenant. Oui, Conrad, ça fait quand même, je le disais d'entrée de jeu, 2 ans et demi là, que ce conflit-là dure. Les négociations jusqu'à maintenant n'avaient strictement rien donné. Est-ce que le gouvernement Trudeau a quand même trop tardé avant de finalement intervenir? C'est une question difficile parce qu'il faut donner une chance à la négociation. C'est toujours le cas. Je sais que ça dure depuis longtemps, mais finalement, il a mis ses culottes et il a décidé de gouverner. Parce que c'est ça, gouverner, c'est faire des choix difficiles. C'est facile pour le NPD et le Bloc de dire que c'est épouvantable qu'on viole les droits des travailleurs de négocier en bonne foi. Mais je pense que voilà, je pense que personne. On a vu cette semaine que même la mairesse de Montréal s'était dit d'accord avec la décision du gouvernement Trudeau et elle n'a rien d'un politicien de l'extrême droite, là. Donc, ou même de la droite. Joël Denis, Conrad parle du Bloc québécois. Je veux vous entendre justement sur la stratégie du Bloc québécois parce que le Québec, le gouvernement Legault fait partie de ceux qui ont demandé à Ottawa cette loi spéciale, qui ont demandé au gouvernement Trudeau d'intervenir. Or, le Bloc québécois a voté contre la loi spéciale. Est-ce que c'est un pari risqué pour le Bloc? Ça l'est dans une certaine mesure parce que le monde des affaires s'est carrément mis tout son poids derrière la position du gouvernement de Justin Trudeau. Je peux comprendre la stratégie du Bloc québécois. Le Bloc québécois, autrefois dirigé par Gilles Duceppe, était proche du milieu syndical. Donc, il n'avait pas le choix que de s'acoquiner davantage encore avec le milieu syndical, d'autant plus que le NPD prétend être le vrai parti qui défend les droits des travailleurs. Donc, il y avait une sorte de concurrence indirecte ou discrète entre le Bloc québécois et le NPD pour savoir qui allait mieux défendre les droits des travailleurs, les débardeurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi au port de Montréal, c'est que c'est un port névralgique pour l'ensemble de l'économie canadienne. Oui, ça sert les intérêts de Montréal et du Québec, mais au port de Montréal arrivent aussi des pièces pour l'industrie automobile de l'Ontario, amène aussi le grain qui vient de l'Ouest pour les exportations vers l'Europe. Donc, c'est tout l'ensemble du pays, de l'économie, de la chaîne d'approvisionnement qui est affectée, d'où les pressions énormes venant non seulement du monde des affaires au Québec, mais aussi de l'Ontario, de l'ensemble du pays qui demandait au gouvernement Trudeau d'agir ne pas tarder et de rétablir les activités au port de Montréal. Sur les 100 premiers jours maintenant du président Joe Biden aux États-Unis, c'est une étape importante qui a été franchie cette semaine. Joe Biden, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il a été assez productif, a mis de l'avant toutes sortes de mesures d'aide pour les Américains, a annoncé le retrait des troupes en Afghanistan, il y a un plan d'environnement. Il y a aussi son méga programme d'infrastructure de 2 000 milliards de dollars qu'il veut faire adopter au Congrès. Althia, on a aussi quand même assisté à un changement de ton envers le Canada par rapport à l'administration précédente, l'administration Trump. Vous en retenez quoi, vous, des 100 premiers jours du président Biden? C'est très poli, ça, j'espère. Le changement de ton. Mais c'est très productif. J'ai trouvé, il y avait un commentaire récemment dans le New York Magazine où apparemment Donald Trump avait donné un discours, puis qui avait donné un nouveau petit nom à Joe Biden. Maintenant, c'est Joe Biden le Saint. Puis le texte racontait que M. Biden, qui donne très rarement des entrevues, c'est vraiment pas le président comme le président Trump qui voulait parler tout le temps, mais qui faisait des fois pas beaucoup de choses. Peut-être que les gens voulaient pas qu'il fasse plus que ce qu'il fallait, parce que quand il bougeait, ça bougeait peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, l'article nous parlait du fait que M. Biden, le président Biden, il fait plein de choses incroyables, mais il n'en discute pas. Puis d'une manière, c'est peut-être une stratégie très intelligente parce que ça divise moins les gens. Et tu sais, on regarde Fox News, puis il nous parle de Dr. Seuss, puis des livres qui n'existent pas, qui sont donnés à la frontière avec le Mexique, au lieu de vraiment s'attaquer aux politiques qui sont devant le Congrès.
c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses. Ce qui m'a frappé du discours du président hier soir, c'est il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu entendre de M. Trump. C'est quand même un discours populiste, mais populiste dans le sens qui veut veiller à ce que les gens qui sont plus pauvres, les gens de la classe moyenne, peuvent s'enrichir, peuvent avoir une vie comme le rêve américain dont on parlait dans les années 50, 60, 70. Le temps file. Je veux aller à Joël Denis. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des 100 premiers jours du président Biden et des impacts aussi pour le Canada? De gros impacts. On a juste à penser à la lutte sur les changements climatiques. Le Canada doit rimer maintenant sa politique environnementale de lutte contre les changements climatiques à celle adoptée par Joe Biden, qui est nettement plus ambitieuse. Aux États-Unis, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %. Le Canada, maintenant, est passé de 30 % à 40 ou 45 % en raison des pressions exercées par Joe Biden. Autre élément important, c'est que sous Joe Biden, on veut augmenter maintenant les taxes des grandes corporations. Ça va avantager probablement le Canada parce que le taux de taxation va redevenir sous la barre de ce qu'il est aux États-Unis. Ça peut donner un avantage concurrentiel aux entreprises canadiennes. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui émergent maintenant de Washington depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Non seulement le temps qui est poli et aussi un semblant de normalité. Les Américains qui veulent être de retour dans les institutions internationales, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Canada. Oui, Conrad, je vais vous laisser le mot de la fin parce que vous avez été correspondant à la Maison-Blanche pendant quelques années. On croyait au moment de l'élection de Joe Biden qu'il sera un président de transition, notamment à cause de son âge, 78 ans, il faut le rappeler. Mais il y a de plus en plus d'observateurs aux États-Unis qui croient que Joe Biden sera finalement un président de transformation. On le compare même déjà à Roosevelt, à Johnson. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bien, c'est super intéressant parce que toute sa carrière politique de presque 50 ans, Joe Biden était connu comme un modéré qui a travaillé les deux côtés de la Chambre du Sénat ou de la Chambre des représentants. Mais il a besoin de l'aile gauche de son parti pour garder le parti uni et il a choisi de frapper fort dès le début avec un ordre du jour très, très, très chargé et très à gauche, très activiste pour augmenter la taille du gouvernement, d'augmenter le filet social, d'augmenter les impôts et les taxes sur les riches. Mais jusqu'ici, c'est un plan. Et le plus dur est à venir. Il va y avoir des batailles colossal au Congrès, au sein du Parti démocrate lui-même, parce qu'il y a des démocrates qui représentent des districts en banlieue qui sont vraiment mal à l'aise avec certains de ces politiques. Mais il a eu jusqu'ici, le seul projet de loi qu'il a réussi à avoir jusqu'ici, c'est son plan de relance de 1,9 milliard de dollars américains. Mais il l'a fait en utilisant une procédure assez controversée qui s'appelle la réconciliation. Il ne peut pas faire ça avec tous les projets de loi. Donc, parlons-en dans 6 mois pour voir si Joe Biden serait plus avancé dans son grand plan. Alors, on verra les défis qui attendent Joe Biden, peut-être dans les 100 prochains jours ou au-delà de ça. Conrad, Althia, Joël Denis, merci beaucoup de vos lumières et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Absolument. Merci. Bon week-end. Bye-bye. Alors qu'on se prépare au pays à ouvrir les vannes de la vaccination massive contre la COVID, les Canadiens semblent plus que jamais ouverts à l'idée de se faire vacciner. C'est ce que nous révèle, entre autres, un vaste sondage réalisé à l'échelle nationale par la firme Léger. J'en ai discuté avec son président, Jean-Marc Léger. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour Esther. Bon, vous avez justement sondé les Canadiens récemment sur leur, je dirais, disposition à se faire vacciner. Je vous demanderais d'abord, au moment où on se parle, dans quel état d'esprit sont les Canadiens face à la vaccination? Oh, les Canadiens sont très ouverts d'un océan à l'autre. Vous savez, on mesure ça, nous, à toutes les semaines pour la presse canadienne depuis le début de la pandémie pour justement voir l'évolution d'événements. Puis sur la vaccination, c'est un élément clé. En octobre dernier, Esther, seulement 63 % des Canadiens disaient qu'ils voulaient être vaccinés. Les autres n'étaient pas nécessairement contre, mais il y avait beaucoup d'interrogations. Dans notre sondage de cette semaine, on grimpe à 80 %. Et ça, c'est systématique depuis octobre dernier, là, le niveau d'appui
à l'égard de se faire vacciner a monté de façon importante. 80 c'est énorme. Et les 20 qui disent non, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas vacciner. Il y a des gens qui ne seront jamais vaccinés, mais les autres sont encore indécis et ils restent à convaincre. C'est quand même un taux de pénétration important, surtout qu'on sait que pour s'assurer d'avoir une immunisation collective, oui, ça prend un peu plus de 70 Donc, on a des chiffres qui sont acceptable. J'aimerais vous entendre maintenant, Jean-Marc, sur la sécurité des vaccins. Qu'est-ce qu'on en pense? On sait qu'il y a eu ce décès tragique cette semaine d'une dame au Québec qui est morte d'une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Les autorités de la santé nous ont dit que ce décès-là n'avait pas eu d'impact vraiment sur la campagne de vaccination, même sur la prise de rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que, dans l'ensemble, les Canadiens jugent que les vaccins sont dangereux ou sécuritaires? Probablement sécuritaires puisqu'ils sont si enclins à se faire vacciner. Oui, exactement. On a 80 qui sont prêts à se vacciner, 82 disent que c'est sécuritaire, un autre petit 11 qui doute un peu, mais c'est le 7 qui est important dans ce tableau-ci. Ça, ce sont les irréductibles. Les gens qui ne croient pas au vaccin, qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ont peur pour leur santé ou par principe individuel. Il y a toutes sortes de raisons. Il faut les respecter aussi, vous savez, parce que faire injecter un vaccin dans le corps, c'est aussi un choix personnel. Parce qu'on a suffisamment de gens pour créer l'immunisation qu'on n'a pas besoin d'insister, ça n'a pas besoin d'être obligatoire, les gens vont l'accepter. Mais ça va être aux États-Unis le problème dans certains États, par exemple américains, où le taux est extrêmement faible, et là, il n'y aura pas le facteur de protection collective, ce qui n'est pas le cas ici au Canada. Donc, un 7 et c'est un taux qui baisse, Esther, entre vous et moi, de 1 par semaine. Ah, donc il y a de l'espoir que de plus en plus on va avancer dans la pandémie, plus les gens vont vouloir finalement revenir à une vie normale et se faire vacciner. Il y a quand même la crainte du vaccin AstraZeneca, mais la crainte n'est pas suffisante pour empêcher les gens de se faire vacciner parce que la majorité des gens, dans leur quotidien, ils demandent à ta belle-sœur, au beau-frère, quelqu'un, puis tout le monde s'est fait vacciner, puis les effets secondaires sont moindres. Et ça, l'expérience personnelle des gens, c'est ce qui permet d'améliorer l'ouverture face au vaccin. On a beau lire dans les journaux, voir dans les médias, tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement, et la majorité des histoires sont positives. Il y a toujours un cas qui fait la une des journaux, là, comme n'importe quoi, mais globalement, les gens sont prêts. Donc, évidemment, l'expérience des autres autour de nous, ça compte pour quelque chose, on le voit. Il y a un autre aspect de la COVID que vous avez sondé, Jean-Marc, qui est particulièrement je dirais intéressant, mais plus difficile à jauger, c'est l'impact sur la santé mentale. Ça fait 14 mois qu'on est plongé dans cette pandémie, 14 mois de consignes sanitaires, d'absence d'interaction sociale. Jusqu'à quel point ça finit par se faire sentir sur la santé mentale des Canadiens? On a vraiment un Canada divisé en trois. Vous avez 36 des gens qui se disent en excellente santé mentale. Puis vous avez des gens qui ont une perception qui sont en bonne santé, mais les deux derniers en bas, là, mauvaise ou très mauvaise, vous avez 23 des gens qui ont une mauvaise ou très mauvaise santé mentale. Là, c'est un autodiagnostic. C'est pas le psychiatre ou le médecin qui est allé à la maison des gens, c'est comment les gens le ressentent. Et là, on mesure ça semaine après semaine, et c'est relativement stable depuis Noël. Il y avait eu une montée à Noël quand les mesures coercitives étaient plus importantes. Ouais. Le facteur, c'est que derrière ça, ce qui est inquiétant, ce sont les jeunes. Parce que si c'est 23 dans l'ensemble de la population, ça grimpe à 35 auprès des jeunes. Imaginez là, un jeune sur 3 estime que sa santé mentale est mauvaise. Vous avez 3 enfants à la maison, il y en a 1 sur 3. Ou sur la rue, là, vous voyez les enfants, 1 sur 3. Ça, c'est énorme. Et ça peut avoir un impact à plus long terme. Les enfants ont besoin de liberté. Et ça, c'est ce qui va être le plus dur à gérer maintenant et surtout après la crise. Parce que ça a une incidence sur le fait qu'ils prennent davantage de pilules, qu'ils ont vécu un stress qu'ils ne sont pas capables de gérer. Ça a une incidence sur le reste. Ouais. Si vous permettez, Esther, un élément majeur. Avant la pandémie, vous aviez à peu près 1 sur 5 qui avait déjà un problème de santé mentale. J'ai mesuré dans un sondage quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise. 24 des jeunes ont déjà eu un problème de dépression. C'est véritablement un nouveau phénomène de société. Et la pandémie, ce qu'elle fait, elle ne fait qu'accélérer ce phénomène-là qui existait déjà avant.
Au lieu de 24, on est rendu à un peu plus du tiers des gens qui ont ces difficultés-là. Et ça, c'est un enjeu qui est plus large que la pandémie, c'est un enjeu sociétal. Oui, c'est vraiment le temps qu'on en sorte de cette pandémie. Jean-Marc, sur la satisfaction à l'égard de la gestion de la COVID, maintenant, on sait que c'est géré par les provinces. Au Québec, les Québécois se sont montrés de façon assez constante, je dirais, satisfaits du premier ministre François Legault. À l'opposé, en Ontario, c'est pas le cas pour le premier ministre Ford, pas le cas non plus en Alberta pour Jason Kenney. Quelles sont les provinces où on est, je vous dirais, le plus satisfait de la gestion de la pandémie et les provinces où on est le moins satisfait de la gestion de la pandémie? De façon générale, on est à 49 satisfait du gouvernement fédéral et à 50 de la province en moyenne. Là, vous avez le tableau devant vous par province. Il y a des écarts importants dans l'Est du Canada, dans les provinces atlantiques et au Québec. Les taux sont extraordinairement élevés. Quel politicien n'aurait pas aimé avoir 70 d'appui sur sa politique? Mais quand on franchit le Québec, on arrive en Ontario, on arrive maintenant à regarder dans l'Ouest et surtout en Alberta avec 30 c'est des taux qui sont extrêmement faibles, surtout que la majorité d'entre eux, Rob Ford, par exemple, avait un taux de satisfaction de 80 au début de la pandémie. Et il a perdu des points tout au long de la campagne. Et là, avec la recrudescence des cas et de la troisième vague en Ontario, les données sont de plus en plus négatives. Et donc, ça se gère beaucoup moins. Donc, le Québec va bien. Le Québec est satisfait de son gouvernement, relativement plus positif, suivi des provinces atlantiques et de la Colombie-Britannique. Ça, c'est les trois endroits où on gère bien. La difficulté principale est en Alberta, suivi de l'Ontario et des Prairies. Donc, il y a plusieurs Canada et les gens réagissent de façon différente selon la région du pays. Mais forcément, c'est lié aussi au nombre de cas et aux difficultés, au nombre de morts qu'il y a eu au Québec. Le Québec a été heurté très, très fortement au début de la première vague. Maintenant, la deuxième vague, c'est l'Ontario. Jean-Marc Léger, c'est toujours très instructif de vous entendre, président de la firme de sondage national Léger. Merci beaucoup. Au revoir. Et dans la foulée du décès d'une Québécoise après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca, je me suis entretenue avec la docteure Nathalie Granvaux, qui est spécialiste en médecine moléculaire et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, Mme Bégin. Donc, un premier décès au Canada lié possiblement à la vaccination, une femme de 54 ans du Québec. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce décès? Ben, premièrement, c'est très malheureux et puis je présente mes condoléances à la famille. Très certainement, c'est très malheureux, mais comme on l'a dit, le risque n'est pas à zéro. On a discuté de ça beaucoup les derniers temps. Je pense qu'il faut expliquer aux gens que le risque est quand même beaucoup moins élevé de décéder suite à la vaccination par le vaccin que si on attrape la COVID-19 et qu'on a des complications. Les probabilités sont quand même beaucoup plus hautes. Par contre, il faut remettre ça en perspective. Si on prend par exemple pour le Québec, on a eu 11 000 décès dus à la COVID. Il y a eu 400 000 personnes vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca pour le moment. Donc, il faut essayer de partager un petit peu tous ces sentiments-là et à la fin, chaque personne, bien entendu, prend la décision en fonction de sa propre capacité à prendre des risques et on a quand même le choix du vaccin. Il y a d'autres vaccins qui sont disponibles. C'est sur une base volontaire, le AstraZeneca. Donc, il faut peser tout ça. Chaque personne fait un petit peu son analyse. Oui. Le premier ministre Legault qui a rappelé que les probabilités de complications sont une chance, en fait, une probabilité sur 100 000. Donc, les autorités de la santé publique maintiennent quand même leur confiance envers le vaccin d'AstraZeneca et continuent d'affirmer que les avantages, comme vous le dites, sont plus grands que les inconvénients. Est-ce qu'on devrait quand même suspendre de façon momentanée l'administration de ce vaccin et se tourner davantage vers d'autres vaccins parce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Je ne pense pas qu'il faudrait le suspendre parce que toute l'analyse a été faite du risque versus les bénéfices. Donc, on a l'information et comme je disais, chaque personne peut prendre sa décision. Par contre, c'est très vrai qu'on a beaucoup d'autres vaccins qui vont arriver et que j'imagine très bien que nos organismes de santé publique qui gèrent toute cette campagne de vaccination vont privilégier les vaccins ARN quand c'est possible. Et d'ailleurs, le comité d'immunisation Conseil fédéral avait fait cette suggestion-là quand ils ont suggéré de
d'autoriser finalement, recommander le AstraZeneca pour les personnes de plus de 30 ans. Ils ont dit quand la personne ne peut pas avoir accès à un vaccin ARN messager. Donc, c'est sûr que si on a une autre formule, on va donner l'autre en priorité, très certainement. Oui, ça m'amène à vous parler du vaccin de Johnson & Johnson parce que le Canada s'apprête aussi à recevoir les premières doses du vaccin de Johnson & Johnson cette semaine. 300 000 doses, donc, qui vont nous être livrées ces jours-ci. Le Johnson & Johnson, justement, c'est le même type de vaccin que celui d'AstraZeneca. C'est pas un vaccin, comme vous dites, à ARN. Le Johnson a déjà été mis sur pause, comme on le sait, aux États-Unis, avant d'être finalement réintégré dans la campagne de vaccination américaine. Est-ce que les autorités canadiennes devraient attendre avant d'administrer le Johnson & Johnson? Attendre, non. Je pense que c'est de la même façon. Je pense qu'il faut gérer l'utilisation des doses de Johnson & Johnson de la même manière que l'on gère les doses de AstraZeneca. Ici, au Québec, ça a été fait sur une base volontaire. On a vu qu'il y a eu un engouement énorme pour le vaccin d'AstraZeneca. Et je pense qu'on peut utiliser le vaccin de Johnson & Johnson qui présente exactement les mêmes caractéristiques de la même manière. Et puis, parce qu'on sait qu'on est toujours dans une bataille, en fait, dans une course avec la propagation du virus versus la vaccination. Donc, si on a des gens qui veulent prendre le Johnson & Johnson pour accélérer la vaccination, je pense qu'il faut y aller avec ça et que toutes les armes sont bonnes pour gagner cette bataille contre la transmission du virus. Oui, et surtout qu'il y a les variants actuellement qui viennent compliquer la situation avec la troisième vague. J'aimerais vous entendre, Dr Granvaux, sur la campagne de vaccination en général. À partir de cette semaine au Canada, vraiment, on semble avoir tout ce qu'il faut là, pour passer à une vitesse supérieure. On va recevoir cette semaine presque 2 millions en fait de doses de vaccins, en plus du Johnson & Johnson, on le disait il y a un instant. Il y a 1 million de Pfizer qui s'en vient cette semaine, 650 000 doses de Moderna. Est-ce que ce décès de cette femme au Québec, possiblement lié à l'AstraZeneca, pourrait venir ralentir la cadence dans la vaccination, vous pensez? Je pense que ça n'a pas vraiment d'impact sur les vaccins ARN parce que je pense que les gens ont été très rassurés en fonction de tout ce qu'on a entendu du nombre de millions de personnes qui ont été vaccinées et on n'a pas vu de problèmes majeurs qui sont apparus. Donc, je ne pense pas que ça va limiter la vaccination par ces autres vaccins. Par contre, c'est sûr que là, on revient, le Johnson & Johnson, l'utilisation des 300 000 doses va être dans la même mesure que le AstraZeneca. Mais je pense que, comme vous le dites, on va avoir beaucoup de doses de Pfizer qui vont arriver les prochains temps. On sait que leurs livraisons ont été très régulières, suivant leur calendrier qu'ils avaient prévu. Donc là, on est vraiment dans une accélération de la vaccination. Et en tout cas, si je prends l'exemple du Québec, ça roule très bien. Le système de vérification fonctionne très, très bien. Tout est en place. Les entreprises commencent à vacciner aussi. Donc, je pense que tout s'accélère et c'est une très, très bonne nouvelle. Juste pour terminer avec la situation au Québec, bon, malgré la nouvelle tragique de la journée, il reste que les choses s'améliorent. Vous le disiez tout à l'heure, la vaccination, ça va bien. Il y a aussi moins d'infections, moins d'hospitalisations, tellement que le gouvernement Legault a décidé de rouvrir les écoles primaires dans la région de Québec, dans les régions de Montréal et de Laval. Il repousse le couvre-feu de 20 h jusqu'à 21h30. Est-ce que le gouvernement agit de façon trop hâtive, vous pensez? Je pense que c'est quand même très prudent ce qu'ils ont fait. Si on regarde la situation, les conditions qu'on avait à Montréal et puis Laval, où on a finalement quand même pas mal maîtrisé cette troisième vague, les écoles sont restées ouvertes. Donc, dans une semaine, les cas vont être amenés dans les régions qui étaient passées en rouge foncé à des niveaux à peu près comparables à ce qu'on a dans la région de Montréal et de Laval. Et donc, un retour des écoles, c'est sûr qu'on peut toujours discuter est-ce que les écoles devraient rester ouvertes ou pas par rapport à la transmission. Je pense que c'est une autre question. Mais là, je pense qu'ils ramènent finalement les zones rouge foncé à ce qui est rouge actuellement et dans lesquelles, pour l'instant, on arrive encore à contrôler malgré cette formule-là, finalement, avec les écoles ouvertes. Donc, je suis quand même assez confiante que ça va fonctionner. Docteur Nathalie Granvaux, merci beaucoup pour vos lumières éclairantes. On en a besoin ces temps-ci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.